Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons terminer le cours sur le désir et le bonheur en envisageant enfin une certaine positivité du désir, c'est-à-dire un rôle du fait de désirer dans la création d'un bonheur personnel. Alors pour rappel, la question que nous nous étions posée au début du cours était de savoir si il était nécessaire de satisfaire l'ensemble de ces désirs pour parvenir à cet état de bien-être, de plénitude que nous avons appelé le bonheur. Et pour cela, nous avons procédé en 3 temps. Le premier temps consistait à insister sur la négativité du désir, en tant que le désir est avant tout un manque, et donc ce manque crée une souffrance. Dans un deuxième temps, nous avons essayé de nuancer cette notion de manque en disant que si le désir était un manque, il était peut-être possible de trier nos désirs et de ne céder qu'aux désirs qui étaient nécessaires pour nous. Mais une telle démarche de tri et de contrôle des désirs par la raison est peut-être finalement illusoire et c'est ce à quoi nous avons abouti en fin de deuxième partie. Donc ce que nous allons envisager dans un troisième temps, c'est le désir non seulement comme essence de l'homme, c'est-à-dire comme ce qui définit l'homme par excellence, mais aussi comme condition du bonheur de l'homme. Et pour cela, nous allons dans un premier temps aborder la question du désir comme essence de l'homme. Alors, qu'est-ce à dire que définir le désir comme essence de l'homme? Rappelons-nous la définition que nous avons donnée à l'initiale, au début, dans l'introduction du désir. Nous avons défini le désir comme la conscience d'un manque et l'effort fait pour combler ce manque. Jusqu'ici, on a beaucoup insisté sur la première partie de la définition, la conscience d'un manque. Il s'agit maintenant d'insister sur la deuxième partie de la définition, à savoir l'effort fait pour combler ce manque. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est imparfaite, nous l'avons souligné à plusieurs reprises. L'homme désire ce qu'il n'a pas, il désire aussi être ce qu'il n'est pas, et à ce titre-là, il n'est pas tout et il n'a pas tout, et donc il est imparfait. Mais cette imperfection, elle est aussi source de richesse, étant donné qu'elle met l'homme en mouvement, et c'est sur ce dynamisme de l'homme par rapport au monde, par rapport à sa réalité et par rapport aux autres, que nous allons souligner maintenant. Alors, le désir apparaît comme essence de l'homme au sens où l'homme est fondamentalement un être qui désire, c'est-à-dire qui se projette vers le monde, vers les autres et même vers lui-même d'une certaine manière, par ce mouvement qu'engendre le désir. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme n'est pas passif par rapport au monde, n'attend pas que les choses adviennent comme ça. Il se dirige vers le monde, il est actif, il est dynamique. Et c'est sur cette idée de dynamisme que va insister un auteur comme Spinoza. Alors Spinoza, nous l'avons vu à plusieurs reprises, et notamment, nous l'avions opposé à Descartes dans le premier cours sur la conscience, étant donné que Descartes insistait, vous vous souvenez, sur une séparation radicale entre l'âme et le corps, là où Spinoza insistait sur l'union des deux. Nous avons revu Spinoza par la suite, lorsqu'il s'agissait dans le cours sur la liberté, de critiquer la notion de libre arbitre, à savoir cette idée selon laquelle il serait possible, avant de faire un choix, de peser le pour et le contre rationnellement pour faire le choix le plus rationnel possible. Spinoza disait que c'était là une illusion pure et que cette démarche de la raison précédant la prise de décision par la volonté n'était que ce qu'on appellerait une illusion rétrospective, c'est-à-dire qu'après coup, on se dit qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on a fait le choix le plus rationnel. Et on retrouve ici Spinoza, et on retrouve chez Spinoza cette idée que dans l'homme, l'âme et le corps sont parfaitement unis, sont même une seule et même chose, lues sous des attributs différents, dirait Spinoza, sont donc une seule et même chose, et donc le désir apparaît comme fondamental pour la vie humaine elle-même et pour la connaissance humaine en général. Donc dimension on ne peut plus intéressante. Pour Spinoza, il est impossible de trier nos désirs. Le désir est cette force fondamentale qui définit l'homme par excellence. Et pour Spinoza, le désir est avant tout une puissance positive, un dynamisme. C'est même plus qu'une énergie, c'est un dynamisme qui met l'homme en mouvement, en fait, qui est en quelque sorte le moteur de la vie humaine. Ce désir, Spinoza lui donne un nom, il l'appelle le conatus, et le conatus, il le définit dans son livre principal qui s'appelle l'Éthique,
qui est composé de 5 parties. Donc dans la partie 3 de l'éthique, à la proposition 6, il définit le conatus comme l'effort que fait chaque chose pour persévérer dans son être. Le terme de persévérer est assez intéressant puisqu'il montre vraiment cette démarche pour la vie que le désir permet à l'homme. Ce désir, ce fait même de désirer, indépendamment même de la satisfaction du désir, le fait même de désirer est pour Spinoza avant tout une source de joie. Alors Spinoza n'est pas aveugle et il n'est pas ignorant du fait que certains désirs nous causent du mal. Mais par contre, ce que Spinoza affirme, c'est qu'il est impossible de combattre rationnellement certains désirs. On ne peut pas contrôler par la raison nos désirs. Le seul moyen pour contrôler un désir, selon Spinoza, c'est de remplacer un désir par un autre désir qui sera plus fort. Si on prend un exemple banal de la vie quotidienne, je pourrais remplacer le désir de fumer une cigarette, non pas par un raisonnement rationnel qui me permettrait de dire que c'est pas bon pour ma santé, mais par un autre désir plus grand, par exemple celui d'être en bonne santé plus longtemps, ce qui est, pour Spinoza, créateur de joie plus que de tristesse. Et ces notions de joie et de tristesse, elles sont absolument centrales dans la pensée de Spinoza. Petite remarque sur ce positionnement de la formulation du conatus dans l'éthique. L'éthique est composée de 5 parties et le conatus, donc le désir qui définit l'effort que fait chaque chose pour persévérer dans son être, apparaît dans la partie 3, donc partie absolument centrale du livre principal de Spinoza, ce qui montre entre autres l'importance que pouvait à ses yeux jouer une entité comme le désir chez l'homme. Ainsi, on voit que le désir, eh bien, c'est cette puissance, ce dynamisme qui met en mouvement l'homme et qui peut être source de joie. Il s'agit donc de définir la vie humaine et de définir l'homme lui-même à partir du fait qu'il désire. Dans un second temps, nous pouvons maintenant envisager le désir comme condition du bonheur de l'homme. Alors, le désir, en tant qu'il est un effort pour combler un manque, il a une dimension positive, pas seulement dans le fait qu'il va être satisfait, c'est-à-dire dans le plaisir qui va être ressenti à la satisfaction du désir, mais dans le fait même de désirer. Et c'est ce sur quoi on va insister dans cette dernière sous-partie, c'est sur le fait que dans l'action même de désirer, il y a une certaine source de jouissance qui est pour l'homme absolument motrice et fondamentale, et qui est peut-être en elle-même condition de son état de plénitude, de bien-être. Voilà. Alors cette idée, elle est notamment défendue par Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau va défendre l'idée selon laquelle le désir est source pour l'homme d'une jouissance grâce à une faculté spécifique humaine qui est l'imagination. Pourquoi ? Parce que l'imagination, en général, elle orne de toutes les beautés l'objet du désir, avant même de pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que Rousseau va aller loin dans sa réflexion et va aller jusqu'à affirmer que la réalité est souvent décevante par rapport à ce qu'on avait imaginé et que c'est cette imagination de la satisfaction du désir futur et de l'objet du désir orné de toutes les beautés qui est source de jouissance pour l'homme, et c'est ça qui est merveilleux dans le fait de désirer. Et cette mise en mouvement qui est créatrice de bonheur grâce à l'imagination, Rousseau va en faire l'éloge dans un texte qui s'appelle La Nouvelle Héloïse, qui est le dernier texte que je vous ai distribué en cours. Et dans ce texte apparaît cette phrase magnifique « Malheur à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède, on jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. » Et c'est sur ça qu'on va insister maintenant. C'est sur ces formules magnifiques qui sont pleines de paradoxes, mais qui font toute la richesse de la pensée de Rousseau. On est heureux que d'avant d'être heureux. Que veut dire cette phrase mystérieuse ? Alors, c'est un effet de style que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle l'antanaclase, c'est-à-dire qu'en fait, le même terme est employé dans deux sens légèrement différents dans la même phrase. Là, on voit que l'adjectif heureux est employé dans deux sens un peu différents. On est heureux qu'avant d'être heureux signifie que on ressent plus
de joie intense dans le fait de désirer que dans la satisfaction même du désir. Et là, on voit bien qu'on renverse complètement ce qu'on disait précédemment en insistant sur la négativité du désir. Ici, c'est le fait même de désirer qui nous pousse vers les choses, qui excite notre imagination, qui excite l'ensemble de nos sens et qui est source de jouissance pour nous. Alors, première petite remarque sur ce texte de Rousseau, sur le rôle de l'imagination. Il faut savoir que cette faculté de créer des images à partir de nos perceptions, qu'elles soient plus ou moins lucides, de notre mémoire, puisque on se souvient de ses perceptions, on se souvient de ce qu'on a ressenti, et de nos idées, puisqu'on a formé des idées à partir de ces perceptions. Cette faculté mystérieuse qu'est l'imagination, elle a beaucoup intrigué les philosophes au cours des siècles. Donc au siècle classique, qui était le XVIIe siècle, siècle de la raison par excellence, on fuit l'imagination parce qu'elle elle fait dépasser justement les bornes de la raison. Un auteur classique qui s'appelle Malebranche appelle l'imagination la folle du logis. Blaise Pascal dit de l'imagination qu'elle est maîtresse d'erreur et de fausseté, et elle est d'autant plus fourbe qu'elle ne trompe pas toujours. Et plus tard, cette vision de l'imagination sera renversée, et c'est assez intéressant parce qu'elle sera notamment renversée au XIXe siècle, et Rousseau écrit juste avant le XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et il est connu pour être un des grands précurseurs de mouvements littéraires du XIXe, comme celui du romantisme. Et au XIXe siècle, on aura un poète fameux que vous connaissez tous, qui s'appelle Charles Baudelaire, qui définira l'imagination comme la reine des facultés. Donc je vous donnerai en annexe le texte dans lequel il évoque l'imagination comme reine des facultés, et il dit que l'imagination, c'est la reine des facultés. Pourquoi ? Parce qu'elle éveille, elle excite en nous l'ensemble des sens. Et vous savez qu'il tenait beaucoup à Baudelaire de faire communiquer les sens entre eux, à travers ce qu'il appelait les synesthésies. Vous trouverez dans un de ses plus grands poèmes cette formule « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». C'est exactement cette idée de synesthésie. Et pour Baudelaire, c'est l'imagination qui éveille justement l'ensemble des sens. Et en ce sens, ça fait la richesse de cette imagination qui, selon Rousseau, permet de faire du désir lui-même une source de jouissance. Donc, texte magnifique de Baudelaire, où il affirme qu'il préfère les monstres de son imagination à la trivialité positive. Donc, il préfère imaginer des choses tout aussi farfelues soient-elles, plutôt que de se contenter de la réalité telle qu'elle lui est donnée. Donc, idée assez belle du pouvoir de l'imagination qui apparaît dans de nombreux textes. Deuxième remarque maintenant, sur cette formule, on est heureux qu'avant d'être heureux. Cette idée du juste avant, du juste avant la satisfaction, que nous avons déjà tous ressenti lorsque, par exemple, nous attendons avec impatience le déroulement du premier rendez-vous amoureux avec la personne qu'on aime. Le moment du juste avant est absolument extraordinaire, et sans aller jusqu'à dire que la réalité est souvent décevante, il est vrai que l'imagination nous excite, et en tout cas suscite en nous une joie qui est absolument exceptionnelle. Et sur cette formule, j'aimerais quand même insister sur la tristesse que semble associer quand même d'une certaine manière Rousseau à ce bonheur. Pourquoi ? Parce que pour Rousseau, on vient de dire que la réalité était décevante par rapport à la satisfaction. Et cette idée, je la trouve assez bien illustrée dans un tableau de Watteau, un peintre assez classique. Vous irez voir ce tableau qui s'appelle l'embarquement pour Cythère. Alors l'embarquement pour Cythère, on voit des jeunes personnes qui s'apprêtent à partir en voyage, et on lit sur leur visage des sourires. Alors on interprète un petit peu, vous savez que l'interprétation est ouverte pour un tableau, on interprète un peu comme on veut ce tableau, mais il est intéressant de noter que ces sourires sont mêlés d'une certaine tristesse. Et cela fait penser un petit peu au sentiment de mélancolie qui sera très développé par les poètes romantiques au XIXe. Et cette mélancolie, le poète Paul Verlaine la développe beaucoup dans son poème qui s'appelle Clair de lune. Et ce poème est magnifique, et on peut lire ce poème comme une description stricte d'un tableau de Watteau, et notamment
de l'embarquement pour Cythère. Ce poème dit « Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils ne semblent pas croire à leur bonheur et leurs chansons se mêlent au clair de lune, au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. » Voilà ce poème de Verlaine qui est absolument magnifique, je vous laisse le savourer. La phrase qu'on retiendra de ce poème, c'est « Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur ». Alors on l'interprète comme on veut, on peut imaginer justement que ils apprécient le fait même d'être dans l'attente du voyage qui va bientôt avoir lieu, ou ils font d'une certaine manière semblant d'être heureux. On ne sait pas trop, je vous laisse lire ce poème comme vous le souhaitez, et surtout relire ce texte de Rousseau de la Nouvelle Héloïse, qui est absolument extraordinaire. Donc, pour conclure, et on va conclure ici l'ensemble du cours, j'aimerais bien vous parler d'une forme de désir spécifique qui est le désir de connaissance. Aristote, un des plus vieux philosophes, disait dans la première phrase d'un de ses grands ouvrages qui s'appelle La Métaphysique, c'est « Tous les hommes désirent naturellement connaître ». Et ce désir de connaissance, on va insister dessus parce que il est extraordinaire dans la mesure où c'est le désir par excellence pour lequel c'est le fait même de désirer qui compte et pas l'obtention de l'objet, pour la bonne et simple raison que l'objet, il évolue en permanence. Il est immense, il est inaccessible au cerveau humain, et pourtant on continue à chercher, on continue à trouver du plaisir à la recherche de la connaissance. Je vous parlerai de cette expérience que l'on fait tous au quotidien de chercher une information sur internet et de se retrouver 2 heures plus tard sur un site qui n'a plus rien à voir, allant de connaissance en connaissance et se rendant compte de l'immensité du domaine de connaissances. C'est d'ailleurs un paradoxe que Socrate avait déjà souligné. Cette immensité du savoir, c'est un paradoxe pour nous parce que justement, plus on cherche à savoir, plus on se rend compte que l'on ne sait rien, que l'on ne sait pas grand-chose en tout cas, que l'on ne sait presque rien. Et ce désir de connaissance, il est merveilleux parce que justement, il nous permet de désirer la quête elle-même et pas seulement le résultat. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui à raisonner en termes de productivité, de résultats, de rentabilité, de notes. Petit clin d'œil aux élèves omnubilés par leurs notes. Et on oublie souvent que la quête elle-même, elle a quelque chose d'absolument génial qui est peut-être le cœur même de la mise en place de cet état de bien-être qui est le bonheur. Et donc pour illustrer cette idée du désir de connaissance, j'aimerais prendre avec vous l'exemple d'un artiste, un photographe contemporain qui s'appelle Alexandre Deschaumes et qui a fait un documentaire sur sa démarche artistique elle-même. Et dans ce documentaire, il insiste justement sur le fait que pour lui, c'est la quête qui compte, c'est pas le résultat. Et le résultat d'ailleurs est toujours, en bon perfectionniste qu'il est, le résultat est toujours décevant par rapport à ce qu'il attendait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de partir en montagne tout seul pendant des semaines pour essayer de trouver le cliché, pour attendre la luminosité, l'inclinaison des arbres, le placement des nuages qu'il juge parfait et qui ne sera jamais tout à fait parfait et qui continue à nous voir comme ça. Et pour ça, j'aimerais que vous regardiez la bande-annonce de son documentaire qui s'appelle La quête d'inspiration, justement. Et on trouve justement dans cette démarche artistique la même idée que le désir de connaître, le désir de créer, est en lui-même source de bonheur, finalement un peu indépendamment du résultat que l'on obtiendra.